On est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième LPCX de la saison 2021 et dernière. Alors pour rappel, LPCX, le but c'est de favoriser la culture produit et, euh, et encourager pour que les gens partagent et en apprennent plus sur le product. Donc c'est leur mission globale. C'est un mastodonte, non mais c'est une référence dans le produit en France en tout cas. Ça a été lancé en 2013. Ça fait 8 ans que ça existe et ils ont principalement une grosse conf LPC à Paris et qu'ils ont lancé aussi à Madrid. Donc avec le Covid, il y a eu un peu moins de choses. Mais l'idée, c'était vraiment de favoriser la discussion, des workshops avec une approche assez pratique du product pour faire émerger la culture product en France. Il y a, ouais, il y a 8 teams LPC en région. Ça avait démarré, il y avait des volontaires qui ont bravé qu'on initié ça avec ici dans la région et on a repris un peu ça avec le Covid où il n'y avait plus de meet-up et plus rien, donc on est heureux de pouvoir se revoir, donc merci à vous de venir et de faire vivre les événements. On est tous bénévoles, donc l'idée c'est que chacun puisse contribuer et faire vivre ça au sein de la région, donc si vous avez des idées aussi, on est preneurs et des idées de lieux, de talk, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de ce talk. En ressources intéressantes, LPC met à dispo un site avec toutes les confs en replay et aussi en mode de podcast. Donc si vous étiez dans les bouchons, là, vous aurez pu aussi écouter des choses intéressantes sur le product. C'est un bon format pour apprendre des choses. Pour ceux qui n'ont pas vu, d'ailleurs, ils ont publié l'étude annuelle. Vous n'avez pas tous vu sur LinkedIn. Oh, exactement, ouais. C'est assez intéressant. Ceux qui n'ont pas vu, vous la retrouverez sur leur site. Et ensuite, c'est pas forcément très promu, mais il y a un Slack pour rejoindre. Donc sur la communauté Aix-Marseille, on n'est pas nombreux, mais ça permet aussi d'échanger en direct sur des produits, sur des bonnes pratiques, poser une question et avoir un point de contact quand on se sent parfois un peu seul avec ces problématiques. C'est assez actif, donc c'est chouette. Moi, je trouve que c'était un vrai plus pour cette communauté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un formulaire, donc il faut être assez convaincant. Donc n'hésitez pas à promouvoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous cherchez à apprendre. Ils seront ravis de vous accepter. Ici, donc sur Aix-Marseille, il y a Margot, Agathe, Anaëlle qui est malade aujourd'hui, et moi-même qui animons cette communauté. Donc on essaie d'en faire un toutes les 6 semaines à peu près, un mois et mois et demi. Et on va voir quel rythme ça prend. On passera un petit peu de temps à la fin de cette presse pour collecter vos inputs pour les sujets, qu'est-ce qui vous intéresse, comment vous avez envie de faire les choses. Ça nous aide fortement, donc on en reparle après. Le sujet de ce soir, c'est parler des OKR. C'est un sujet qui avait justement été soumis la dernière fois. Donc il y a visiblement une forte attente sur le sujet, sur savoir comment on les met en place, comment on les utilise, peut-être partager sur l'expérience. On verra ça un peu plus en détail. Donc on commencera par une présentation plutôt théorique sur qu'est-ce que c'est pour qu'on soit tous sur les mêmes définitions. Et ensuite on donnera la place à Gaspard, Christelle et Julien. Donc Gaspard qui est là, qui a cofondé Aside et qui viendra nous parler un peu de comment, en tant que fondateur, on peut s'en servir pour promouvoir des objectifs. Ensuite, Christelle, alors si vous l'aviez déjà vu au deuxième talk de travaux.com, elle avait expliqué dans l'aspect roadmap comment mettre en place les OKR. Donc c'était un petit peu de temps, donc ça a changé, revenu, voilà, elle nous racontera tout ça. Mais c'est intéressant d'avoir son point de vue sur la mise en place des OKR. Et Julien, qui l'a testé dans différents environnements et qui a des bonnes réflexions dessus sur comment est-ce que les limites et aussi les bénéfices des OKR. Voilà. Et on tient à remercier toute la briqueterie de nous accueillir. Donc merci beaucoup. Clotilde, tu veux dire un petit mot? Oui, je veux bien dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Clotilde, du coup, cofondatrice de ce lieu. Donc, on est à la Plaine, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas que le Petit Nice, le Traquenard et l'Intermédiaire à la Plaine. Il y a aussi la briqueterie. L'idée de ce lieu, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de rassembler des experts du numérique à Marseille. Quand je dis ça, c'est numérique au sens large. Vous avez des gens qui sont dans la tech, qui sont dans le design, qui sont dans le web marketing, qui sont dans le produit aussi. Vous avez des freelances, des entrepreneurs, des salariés qui bossent en remote. L'idée du lieu, c'est de créer un collectif de gens qui s'entraident et on pourvoit aussi des offres ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'on croit à la montée en compétences par l'outil.
Du coup, on a un gros pan formation. On fait la formation courte aux outils, généralement pendant 2-3 jours. Et puis, on accompagne à la montée en compétences de ces outils. Ensuite, avec de l'accompagnement. Et on a une partie aussi agence, bien sûr, parce qu'on a un pool de freelance, du coup, qui sont tous experts de leur partie technique et métier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Avant, c'était un cabinet de prothésiste dentaire. Et du coup, on a fait plein de travaux dans ce lieu. Qu'est-ce qu'on a? On a un studio photo-vidéo qui est juste derrière. Et je pourrais terminer la visite après si il y en a des curieux. Et on en est trop fiers et il vient juste de sortir. Et du coup, on fait plein d'événements également, pas sur le produit, mais sur l'entrepreneuriat. On a 4 communautés d'événements qui sont tous sponsors par une marque de pastis marseillaise qui s'appelle Cristal Limiana, qui est nos sponsors depuis 2 ans et demi. L'idée, c'est comme ce soir, de boire des coups, d'écouter des confs qui sont chouettes, et puis voilà, de kiffer quoi. Et du coup, c'est entrepreneuriat, tech, design et web marketing. Et puis des fois, on fait des événements thématiques qui nous font plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, BRQTR MRS, sur les réseaux sociaux. Et on a aussi une chaîne YouTube, parce que ce soir, il y a une captation vidéo. Il y a Nicolas qui est juste derrière, qui fait une capta. Il y a une caméra qui est juste là. Et il y a Anna, qui est notre directrice artistique et média, qui s'occupe de la capta ce soir. Du coup, on a une chaîne YouTube. Ça pour vous dire ça. Je suis trop contente que vous soyez là. Je vois plein de têtes que je ne connais pas, derrière la plupart. Donc bienvenue, j'espère que vous allez profiter. Je pense que les speakers sont très chouettes et que LPCX est au top, donc ça va être trop bien. Voilà, je te repasse la parole. Merci, ouais. Non, merci beaucoup, c'est super de nous accueillir. En plus, vous êtes super bien équipés, donc Merci, ça sera à refaire. Merci. Cool. Et ben, je vais démarrer par vous présenter les OKR. Juste un aspect plus théorique sur d'où ça vient, depuis quand ça existe, parce qu'on en entend beaucoup parler récemment, mais en fait c'est rien de neuf, hein. C'est quelque chose qui date d'il y a assez longtemps, dans les années 60. On était plus par la notion d'objectif, donc ça avait été par un certain Drucker, Peter Drucker, qui avait initialisé ça, le management par objectif. On l'a tous connu, même dans nos points de vue RH, un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, tout ce framework-là et ces notions-là sur comment fixer des bons objectifs au sein de la boîte. Ça a été porté comme ça chez Intel. Et ensuite, en 68, ça a été dérivé avec la notion de Key Results, qui était être plus spécifique sur qu'est-ce qu'on cherche à accomplir pour arriver à ces objectifs. Ils l'ont mis en place via quelqu'un qui avait transitionné, qui était un fondateur, quelqu'un qui a financé Google au ses débuts, qu'il avait expérimenté chez Intel et qui a poussé Google à le mettre en place de manière assez intense à la création, donc à partir de 40 employés. Et donc ils l'utilisent toujours. Donc maintenant avec 60 000 employés, c'est quand même un système qui continue de fonctionner, peu importe la taille. Donc c'est en ça que c'est intéressant et qu'ils ont aussi pas mal contribué à le démocratiser et faire un peu de buzz autour. Donc on en entend beaucoup parler et l'idée c'est un peu de démystifier qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on peut le mettre en place et l'utiliser. Ce qu'on cherchait à savoir pour être plus pertinent sur cette table ronde, c'est comprendre d'où vous venez. Donc est-ce que vous avez déjà mis en place des OKR ou est-ce que vous souhaitez les mettre en place? Donc qui utilise déjà des OKR dans leur boîte? Ok. Bienvenue, bravo. Donc une personne et donc tous les autres, j'imagine que c'est plus pour dans l'idée de comment le mettre en place, les bénéfices et entendre un peu ça. Ok, bah c'est parfait, on pourra passer un peu plus de temps sur la mise en place et du coup Christelle, on comptera sur toi pour nous raconter tout ça. Ensuite, donc, on va peut-être revenir, c'est important d'insister sur la recette pour mettre en place un OKR. Le principe clé, ça va être d'avoir une vision, donc ça se passe vraiment à l'échelle de la boîte, essayer de mettre en place une mission. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi la mission de la boîte ou de la structure, parce qu'on peut décider de mettre des OKR, pas forcément tout le temps à l'échelle de la boîte, mais on peut démarrer petit et après les élargir. C'est quand même plus simple quand on a quelque chose qui crée l'alignement de toute la structure. Donc dans ce forme homogène, il faut définir cette vision. Quelle est la mission de cette entité? Par exemple, si on prend nous, LPC Aix-Marseille, on va essayer de créer une culture product hors de Paris. Ensuite, on va se fixer un objectif à atteindre. Donc on essaie quel est l'objectif qu'on veut porter, motiver les troupes derrière. Et c'est un peu notre tag phrase, quoi, ce qu'on va essayer de porter. Nous, clairement, on essaie de faire d'Aix-Marseille une communauté produit enrichissante.
que chacun puisse apprendre des autres, que tout le monde puisse grossir dans la région et avoir une culture produit, un réseau, que s'entraider. Et du coup, on va essayer de mettre en place, là où ça s'arrête sur un objectif, on va essayer d'aller plus loin et se dire, ok, comment est-ce qu'on va vraiment travailler envers cet objectif? On va mettre des key results derrière. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, pas non plus une dizaine, mais on essaie d'en avoir un petit nombre de key results qui vont permettre de vraiment garder le focus sur comment arriver à cet objectif. Donc, le key result, c'est hyper important qu'il soit mesurable. Donc, c'est vraiment une valeur, un truc, et c'est très facile de vérifier via un KPI qu'on a atteint cet objectif ou pas. C'est pas quelque chose qui doit être flou ou pas clair. Tout le monde doit être capable de savoir où ils en sont, à quel point ils ont progressé face à ce key result. Et donc, vous gardez bien ça en tête quand vous mettez en place les OKR. Ensuite, c'est assez scolaire, hein, donc on crée un objectif, nous allons faire ça, qui sera mesuré par ces key results. Et le point important qu'on oublie souvent aussi, c'est de savoir qui va être responsable de cet objectif. Si l'objectif et les key results sont dispatchés sur plusieurs personnes, c'est très compliqué d'avoir le focus et d'avoir l'alignement et la personne qui va aller chercher les situations et les solutions pour le faire avancer. Il y a pas mal de documentation qui existe. Il y a des talks LPC, il y a Google qui a mis son playbook en ligne. Et après, il y a une vidéo qui est hyper intéressante d'un TEDx qui est comment vraiment définir les bons objectifs. Je vous recommande, c'est assez court de regarder ça, surtout si vous êtes en phase d'appréhender le framework pour le mettre en place. Oui, merci, bien sûr. Instant promo, c'est avec Gaspard ici présent. Il y a voilà, juste là qu'on a rencontré, je pense il y a 6 mois, 8 mois maintenant, un peu plus, via la brique. Et on a fait un petit set de cours sur les OKR, justement, avec quand même un petit template sheet et tout. Je ne spoil pas trop. Mais on a une académie en ligne qui est gratuite. Vous pouvez vous rendre sur le site labriqueterie.fr. Il y a un gros bouton l'académie. Et dès demain matin, vous aurez le cours de Gaspard sur les OKR. Ça sera peut-être un bon complément face à son façon brillante de ce soir, bien sûr. Je voulais savoir, on aura aussi la 13 avec les et tout. Oui, parce que là c'est compliqué, ouais, bien sûr. Alors en fait, sur le papier, ça a l'air super simple, même ne serait-ce que la définition de comment ça fonctionne. Ensuite, si on regarde le processus de comment le mettre en place, le définir, le mesurer, toutes les docs se résument à 5 petites étapes assez claires. On définit notre objectif. Ensuite, on va définir là, entre 3 et 5, c'est la reco des key results qu'on veut avec les KPI. Ensuite, vient l'alignement, s'assurer que tout le monde soit OK avec ça. Donc on peut... Soit les key results vont descendre et donc il faut réaligner tout le monde, soit on va les faire émerger depuis l'équipe. Il y a différentes stratégies, on va voir que tout le monde ne fait pas ça de la même façon. Et ensuite, il faut s'assurer qu'on suit et qu'on manage pour aller vers cet objectif. Si on a défini des objectifs et qu'on ne les suit pas, qu'on ne donne pas les moyens d'y arriver, forcément ça ne marche pas. Et ensuite, on finalise par vérifier qu'on a atteint ce qu'on voulait. Si l'OKR n'est pas forcément bon, alors il y a différentes pratiques. Si on voit qu'on est complètement dans les choux, comment est-ce qu'on réadapte, comment on se réaiguille, est-ce qu'on s'autorise à le faire? Toutes ces questions, il faut se les poser pour savoir quelle est la pertinence et la rigidité qu'on veut mettre dans ce framework. Alors, ça a l'air super simple, mais je pense qu'on va le voir au travers des commentaires. Et donc, je vais leur inviter à venir, Gaspard, Christelle et Julien, pour discuter un peu de tout ça et voir si c'est vraiment aussi simple que ça. Je réalise que je vous ai présenté super rapidement, mais vous ferez sans doute un meilleur boulot que moi, donc je vais te donner la parole, Christelle, si tu veux te présenter. Merci. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Christelle, je suis lead PM chez Instapro Group. Donc Instapro Group c'est quoi? C'est une entreprise qui opère dans plusieurs pays, c'est une plateforme de mise en relation entre produits bâtiments et particuliers, et qui opère notamment la marque Travaux.com en France, que peut-être vous avez
vous connaissez. Donc c'est une entreprise qui a 3 bureaux, un à Aix, un à Amsterdam et un à Berlin, qui représente à peu près 300 employés. Et Lead PM, du coup, c'est la couche entre les product managers et les VP. Voilà. Donc globalement, je gère 3 équipes et 4 product managers. Bonsoir. Du coup, moi, je suis Julien Bousquet et je suis Product Director chez Open Classroom. Anciennement, du coup, CPO chez GoJob, que vous devez mieux connaître dans la région. C'est un peu l'équivalent, en fait, Product Director, c'est-à-dire que je gère une tribe dans laquelle il y a 4-5 squads, donc 4-5 PM et les équipes qui vont avec. Voilà. Et Gaspard qui est à la maison. Bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Gaspard. Je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Side, qui existe depuis 5 ans et qui cherche à créer une nouvelle expérience d'intérim pour les candidats et les entreprises en France, qui permettent de trouver facilement du travail et de se faire embaucher in fine en CDI dans les entreprises. Et du coup, à l'inverse de Christelle et Julien, je ne suis pas spécifiquement produit, moi, je suis plus fondateur et j'ai géré des sujets plutôt commerciaux et marketing avec les OKR, donc je pense que ça va être intéressant d'avoir justement une complémentarité entre nous tous. Et pour vous donner quelques repères, nous on travaille avec 50 personnes dans l'équipe chez Side en interne, 50 personnes qui ont tous un modèle d'OKR en place depuis 3-4 ans à peu près, qui a beaucoup bougé dans le temps pour être honnête, parce qu'il faut trouver justement le bon dosage et réussir à bien l'ajuster dans le temps. Et Side, pour vous donner quelques repères, on a fait travailler en 2021, là on aura travaillé avec 20 000 candidats en France et 2000 entreprises sur toutes les grandes villes de France. Voilà. Et du coup, peut-être que tu peux te démarrer. Pourquoi est-ce que tu as pensé aux OKR? Pourquoi tu as cherché à le mettre en place? Est-ce que tu avais quelque chose avant? Comment tu voyais les choses? Ok. Alors, nous on a démarré Side en 2016. On était 4 fondateurs au départ. Et on a été, entre 2016 et 2017, on est passé de 4 à une dizaine de personnes. Et au début, quand on est une petite équipe, tout le monde fait un peu de tout. Les missions évoluent. Et en général, on est dans le même bureau. Enfin, en tout cas, à cette époque, on était dans le même bureau. Et donc, on échangeait beaucoup les uns avec les autres. Et on a senti le besoin de mettre en place des OKR quand on a commencé à être un peu plus nombreux dans l'équipe, à avoir des projets qui se mènent sur le temps long, et à vouloir en fait vraiment avoir un fil conducteur dans la durée qui aligne bien toutes les personnes dans l'équipe. Et on a cherché différents modèles pour le faire. Celui-ci nous a été recommandé par d'autres amis entrepreneurs qui le mettaient en place. Et on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, moi je le vois comme un... Ça me fait penser quand j'étais étudiant, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on écrivait des dissertations. Moi j'avais une prof de philo qui était très forte, je trouve, qui m'avait conseillé d'avoir, chaque fois quand j'écrivais la disserte, d'avoir le plan de ma disserte à côté, où je vois bien le grand 1, le grand 2, le grand 3, et parce que pendant 4 heures quand tu écris ta disserte, parfois tu peux un peu divaguer. Et elle disait, pensez bien à regarder à chaque fois le plan sur votre feuille. Et moi les OKR ça me fait un peu penser à ça, oui, c'est le fil conducteur qui me permet de m'assurer dans un trimestre, dans une année, qu'on a un cap qui est assez clair. Et parfois, si on n'a pas ça, on peut un peu se retrouver à faire une chose puis une autre qui n'a pas grand-chose à voir, et en fait à avancer en zigzag, ce qui est un peu plus lent que si on pouvait avancer plus vite. Et donc nous, on l'a mis en place quand on voulait avoir un fil conducteur et aligner bien tout le monde, ce que tu disais sur les owners, qui est responsable de l'objectif, qui sont ce qu'on appelle les dépendances aussi, avec qui je dois travailler pour faire telle chose. Voilà, c'était les choses importantes dont on avait besoin pour avoir un fil conducteur et s'aligner entre nous. Merci. Et du coup, chez travaux.com, le plan de la disserte, pourquoi vous avez décidé de le mettre? Vous étiez juste plus grand, donc c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Comment vous y jusque-là? Pourquoi vous n'avez pas les mêmes problèmes que Gaspard? Ou vous avez sans doute les mêmes problèmes, mais sans le réaliser peut-être. Et voilà.
Oui, effectivement, c'est un constat assez similaire. En gros, on était peut-être un tout petit peu plus gros que Side au départ, mais il y avait voilà, une vision assez top-down management. On voulait casser ces silos qu'il y avait entre les services, avoir toujours une vision projet qui finalement, on ne savait pas réellement quel était l'impact business et ce qu'on arrivait à faire. On a entendu parler voilà, de la méthode OKR par nos collègues en Hollande. Et donc on a décidé de le mettre en place et ça nous a permis effectivement plus d'alignement entre le top management et les équipes, mais aussi interservices et entre les équipes, parce que forcément on travaille ensemble et on doit s'aligner sur un objectif en particulier. Plus de focus des équipes plutôt que de partir, c'est le schéma de la disserte, hein, plutôt que de partir un peu dans tous les sens, on revient tout le temps au focus par trimestre. Et globalement, voilà, c'est comme ça qu'on est venu aux OKR en 2018. Et avant, vous aviez quoi, les mots ? Avant, c'était une gestion de roadmap assez classique par projet sur l'année où on essaye de tout planifier avant, d'identifier tous les besoins 3 mois ou 6 mois avant, alors que le marché il bouge, les utilisateurs ils utilisent votre produit 6 mois après, les feedbacks ils arrivent trop tard, le produit et la feature elle est déjà obsolète. Donc c'est tout ça en fait qui fait qu'on est venu aux OKR. Finalement, peu importe le comment ou le projet sur lequel on travaille, c'est plutôt l'impact qu'on veut avoir qui compte. Et pour continuer, je pense que du coup, comme là dans le public, il y a plutôt des gens qui vont le mettre en place. Dans cette phase de mise en place, combien de temps ça vous a pris ? Est-ce que tu as eu l'impression de faire beaucoup d'éducation pour expliquer comment ça allait se mettre en place ? Est-ce que tu as été suivi ? Est-ce que tu étais seul ? Est-ce que tu as des conseils de bons argumentaires que les gens peuvent réutiliser ? Alors déjà, c'est un travail constant. Il n'y a jamais de mise en place et c'est fini. Comme je disais, on l'a mis en place en 2018. On est revenu dessus fin d'année 2020, début 2021. On a testé autre chose. Finalement, on revient dessus depuis 3 mois. Donc voilà, c'est jamais gravé dans le marbre, c'est jamais fait. C'est un travail constant. Les difficultés, comment on l'a mis en place déjà. Il y a eu beaucoup de travail d'accompagnement, effectivement. On a fait appel à une entreprise qui s'appelle Octo, qui a fait beaucoup de formation du top management, des leaders, parce que ça part du haut. Déjà, si le management est embarqué, c'est plus facile de le mettre en place à côté. Donc ça, c'est assez important. Il faut que le top management soit volontaire, ce qui était le cas chez Travaux. Donc Octo nous a beaucoup accompagnés. On a fait après pas mal de formations des équipes en elles-mêmes, comprendre ce qu'étaient les OKR, quels étaient les enjeux, pourquoi on mettait ça en place. Ça s'est pas fait en quelques jours, hein, ça a pris plusieurs mois. Le premier quarter d'OKR a été assez chaotique, hein, parce que de passer d'une mentalité output projet sur vraiment définir un key result, définir un résultat qu'on veut atteindre plutôt que je veux faire ça, c'est aussi une mentalité à adopter. Donc ça a été long, les premiers quarters sont un peu chaotiques. Et puis petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Faut accompagner, il faut répéter le contexte constamment pour expliquer le pourquoi on fait ça et quel est l'objectif final à atteindre. Et c'est un peu comme ça qu'on a réussi à le mettre en place. Et je pense, Julien, vous, quand c'est déjà en place, est-ce que, pareil, tu dois continuer à évangéliser ou tu as l'impression qu'à un moment, tu as quand même une certaine... Non, alors moi, effectivement, j'ai plutôt évolué dans des structures où les OKR étaient déjà en place. Ça nécessite, par contre, un ajustement permanent. Parce que l'enjeu, il est quand même de réussir à être le plus focus possible. Sur l'impact qu'on veut avoir par rapport au business ou par rapport à de la satisfaction utilisateur, etc., en fonction des objectifs de l'entreprise. Mais il y a souvent dans le run des distances qui s'installent, c'est-à-dire qu'on peut avoir justement dans le détail des objectifs qui vont peut-être être un peu trop larges, un peu trop vagues, des KIAR qui vont être finalement un peu trop éloigné de ce qu'on concrètement on réalise. Donc entre un key result qui va être un petit peu haut par rapport à un objectif un petit peu haut,
Nous, on va faire des choses, on va faire des initiatives, on va porter des projets, mais finalement, on ne sera pas si... on n'aura pas autant de contrôle qu'on le souhaite sur le quillard qu'on est censé faire bouger. Donc, je vais donner un exemple peut-être plus explicite sur des pages de transformation, par exemple, des landing pages. Vous voulez faire... vous avez un site et vous voulez faire 5% de transformation. Il y a 5 personnes qui viennent sur le site sur 100 qui vont générer un lead. En fait, dans les leads, quand vous rentrez dans le détail, il y a des gens qui viennent sur un formulaire de contact, d'autres qui vont télécharger un livre blanc, d'autres qui vont, etc., etc. Et en fait, quand vous dites on veut augmenter de X% la génération de leads, ça peut emmener les équipes sur des sujets divers et variés et qui ne vont pas être complètement focus sur ce qui est juste un cran en dessous qui va générer 80% des leads. Donc il faut essayer d'être quand même un cran plus précis, je pense, sur les sujets souvent, parce qu'on part des objectifs de l'entreprise. Et entre les objectifs de l'entreprise et la réalité opérationnelle, il peut y avoir des écarts assez importants. Et donc moi, voilà, c'est ça. Sur le run, je ferai très attention plutôt à ce qui est rattaché au quillard et ce qu'on fait au quotidien, et du coup d'essayer d'être le plus aligné possible avec ces objectifs. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse. Si, ouais. Ça me fait penser à être clair sur les objectifs. Dans la discussion, Gaspard, tu parlais aussi d'être clair aussi sur les rôles et les responsabilités de l'orga. À quel point tu avais trouvé ça critique, que les OKR, ça t'avait poussé aussi dans la mise en place à clarifier ça. Tu veux... Oui, parce que tu en parlais en introduction, il faut que pour que l'objectif, en fait, vous avez quand même passé du temps à trouver les bons objectifs, les bons key results, et faut que ce temps-là il soit efficace, quoi, et donc vous soyez sûr que tout le temps que vous passez à mettre en place les choses, à vous creuser la tête, au final ça advienne. Et pour ça dépend que des gens, concrètement. Ça va pas venir tout seul, ça va venir des gens de vous, de votre équipe, qui vont travailler dessus. Et c'est vrai que si la responsabilité est un petit peu diffuse entre différentes personnes, ça peut être plus difficile. Donc déjà, il faut bien savoir qui est le responsable numéro 1. Et ensuite, deuxième chose très importante, c'est de savoir de qui vous dépendez pour y arriver. Et par exemple, sur les sujets, pour reprendre l'exemple de la landing page, ça peut être une demande de l'équipe marketing. Moi, j'ai besoin de landing page pour un livre blanc et avoir des leads, mais je ne peux pas la faire tout seul. Et donc, si dans vos OKR, vous mettez ça en OKR marketing, mais que vous en parlez à l'équipe produit un mois plus tard, eux ils vont vous dire ouais, mon gars, mais ça va pas marcher, quoi. Et donc c'est très important d'être au clair sur les dépendances, et pour ça il faut être bien au clair aussi au moment où vous faites les OKR sur l'organigramme de votre équipe. Ça va vous aider, c'est de savoir qui fait quoi. Et ça peut paraître tout bête de dire ça, mais nos organisations sont tellement mouvantes que parfois, moi je trouve que même aujourd'hui, nos rôles chez Side, ils bougent en fait d'une année à l'autre. Et donc c'est important, je pense, d'être bien au clair sur l'organigramme, c'est-à-dire qui est dans quelle équipe, qui est le responsable de cette équipe, à qui je dois parler pour réussir à faire tel projet, qui reporte à qui, pour qu'on sache bien en fait qui va être responsable, quelles vont être les dépendances, et faire avancer bien tout le monde dans le même sens comme ça. Même si on n'est pas McKinsey, quoi. Je trouve que ça vaut le coup, quand on est 20, 30 ou plus, ça vaut le coup de faire ça. Et ta question sur les dépendances, ça me fait penser à... Non, mais Christelle, elle a un planning quasi militaire pour faire ses OKR. Donc, à quel timing tu commences à anticiper tes besoins? À quel timing tu commences à faire un peu de lobbying pour savoir que ça va être fidé par ça? Et un peu... Parce que tu as cette deadline alors ça dépend à quelle fréquence vous le faites aussi, mais souvent du trimestre. Le trimestre va démarrer, tout est bloqué, après on n'y touche plus. Mais si tu n'as en effet pas prévenu, le marketing n'a pas prévenu le produit qu'il faut faire la landing page, très vite tu t'aperçois que tu es dans les choux. C'est quoi votre recette ou astuce ou le fouet que tu utilises pour que tout le monde s'aligne? Non, c'est une très bonne question parce que c'est tout le temps compliqué l'alignement, effectivement, avec tout le monde. Alors on met en place les OKR pour s'aligner, puis en fait on se rend compte qu'il y a plus d'alignement à faire. Le planning, en fait, nous on fait sur une base de quarter, donc tous les 4 mois. En général, c'est vraiment le top management qui définit ce qu'on appelle le brief OKR de l'entreprise. Quelle est la direction pour le quarter de l'entreprise?
qui en parle au VP du coup de chaque service. Et ensuite, ça descend comme ça, les strates, entre guillemets, jusqu'au team qui vont définir leur OKR. En général, nous, vu que ça fait un moment maintenant qu'on utilise les OKR, là, par exemple, je savais qu'à partir de novembre, on avait un nouveau round d'OKR qui allait arriver. Avec mes équipes, ce que je fais, c'est qu'on commence à l'anticiper parce que, en fait, quand on travaille, on a une phase de discovery, on découvre des opportunités, on découvre des problèmes. Ça nous permet de planifier plus ou moins en fait ce sur quoi il va falloir qu'on travaille plus tard. Et moi, ça me permet d'aller voir la direction également et de leur dire, bah voilà, on a identifié tel type de problème, ça serait pas mal de commencer à regarder. Donc ça aide le top management à définir les OKR. Et nous, ça nous permet d'anticiper également. Donc quand le brief arrive, entre guillemets, on n'est pas non plus 100% surpris. Il y a des petits ajustements par-ci par-là, évidemment. Mais en général, on a déjà le contexte. Ça nous permet de définir les OKR assez rapidement, d'échanger avec le top management. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans la partie discovery, on intègre les autres services. Moi, dans mes équipes, on est focusé sur l'acquisition des professionnels, donc faire en sorte que les pros du bâtiment viennent sur notre plateforme et s'inscrivent chez nous, et bien sûr, soient des clients actifs sur du long terme. Et pour ça, on a besoin du marketing. Pour faire venir des leads chez nous, on a besoin du marketing. Le marketing a besoin de nous pour des landing pages. Donc en fait, dans les phases de discovery, on les inclut tout le temps. Il y a tout le temps un représentant du marketing, et pareil pour les sales. Voilà, on essaye d'avoir tout le temps un représentant de chaque service qui nous impacte sur nos OKR, pour avoir leur point de vue, pour être sûr qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire et qu'ils fassent la même chose de leur côté. Voilà. Et chez toi, Julien, ouais, c'est intéressant. Alors, je voudrais rebondir sur ça. En fait, justement, moi, c'est un des sujets que je voulais évoquer ce soir, c'est les points de friction qu'il peut y avoir entre les types d'OKR. C'est-à-dire qu'on parle d'un OKR qui part de l'objectif de l'entreprise, souvent qui est porté par le CEO et qui redescend sur les équipes de manière fonctionnelle. Donc par business unit ou par métier, quoi. Souvent, il peut y avoir des OKR qui sont portés par des équipes. Et à côté de ça, il peut y avoir des objectifs RH de progression de carrière ou des OKR qu'on va porter qui vont être plutôt orientés output que outcome sur de l'organisationnel. Il faut que je mette tel process en place. Il faut que je recrute des équipes. Il faut que... etc. Et donc, quand on regarde dans le détail des backlogs, au début du quarter, et ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait beaucoup de choses qui ne sont pas liées aux OKR produits business, c'est-à-dire vraiment l'impact qu'on veut avoir sur le développement de l'entreprise, ou en tout cas sur la création de valeur. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est vachement dur à aligner entre des objectifs personnels, des OKR portés par des individus ou par des équipes, versus aussi ce qui se passe sur de l'organisationnel, du transverse. Je pense notamment, quand il y a des équipes un peu plus grosses, à tout ce qui est porté par des chapters, donc des logiques métiers qui vont venir insuffler des objectifs pour améliorer la manière de faire sur plein de sujets. Et où du coup, on parle de refactotech, d'improvement UX sur les parcours utilisateurs, d'éditorial, de marketing, etc. Et donc ça, c'est des optimisations transverses qui sont portées par des experts métiers dans la boîte, qui ont leurs propres OKR, mais sur le papier, c'est rattaché aux objectifs de la boîte, quand même. Et à côté de ça, il faut quand même aller chercher de l'impact sur les objectifs business de l'entreprise. Et du coup, parfois, il reste peu de bandes passantes pour le faire en vrai. Voilà, c'était un travers que je trouve qui arrive souvent, en fait. Et ce travers-là, tu le compenses, t'as pas une responsabilité à chaque niveau de se dire, ok, moi je m'approprie le niveau de N, N-1 et N+1 pour m'assurer qu'il y ait quand même cet alignement. Je pense que ça passe par une vraie prise de conscience de la manière de manipuler les OKR au niveau du C-level et du CEO, et du coup de la manière dont ça redescend, et du coup de l'expérimenter dans le temps. Je pense que du coup ça s'affine. Et ça passe par, je pense, des OKR partagés. Donc cross-team. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir un objectif d'entreprise où il va y avoir un VP marketing et un VP product qui vont dire ouais, on est bien aligné dans les objectifs, on a chacun nos OKR, c'est dire en fait on a un objectif et des OKR partagés au sein des équipes. Je ne sais pas si j'étais clair.
Et du coup, là, ça force l'alignement, en fait. C'est une des manières de... Ouais. Mais c'est Et ce qui force encore Mais c'est plus dur de à mettre en préparer place, ses parce qu'en fait, dépendances avant, chacun doit être honneur. Bah, après, la question, c'est qui est honneur de l'objectif, de l'atteinte de l'objectif. C'est là où c'est plus compliqué. Est-ce que tu as ce problème-là, toi, Gaspard, aussi? Enfin, est-ce que tu es confronté à ça et tu l'as résolu d'une... Alors, quel problème exactement? Alors, Parce que- et c'est que, en fait, à un niveau en dessous, à chaque fois, ça dérive un peu, et finalement, le cap que tu as essayé de fixer, Avec que ce soit un peu trop siloté en fait, c'est ça? à l'inverse, que les personnes ont mêlé leurs propres intérêts face aux OKR et ont essayé de les rattacher de manière un peu artificielle. Ou Ouais. Et du coup, en fait, tu penses d'un point de vue management que tu as géré ta strat et que tout le monde va dans le même cap, mais à chaque niveau, en fait, ça dérive au final. Bah, en gros, donc l'idée, pour que ce soit bien clair, c'est de faire cascader les OKR petit à petit dans les équipes. Ok. D'accord, voilà. Donc, non, mais c'est pour être bien imagé. C'est-à-dire que si vous avez un objectif de satisfaction client, par exemple, qui peut se mesurer par exemple par le NPS, avoir un certain niveau de NPS pour bien satisfaire les clients. Ensuite, ça va cascader différemment côté commercial, côté produit, parce qu'il va y avoir des actions propres à chacun. Et je pense que tout le travail justement préalable dont tu parlais au début du trimestre pour essayer d'aligner tout le monde, c'est de faire en sorte que justement on soit un peu que tout le monde soit bien collé et que la cascade en fait elle marche bien dans le sens où on s'assure que le key result de l'équipe produit répond bien à l'objectif qu'on a défini au départ. Pareil côté commercial, que les dépendances elles sont bien en place et normalement bon, si on fait ça on tombe quand même plutôt juste. Et après c'est sûr qu'il faut faire des choix aussi parce que comme tu dis il y a un backlog d'idées, d'envies et ça va jamais être possible de satisfaire 100% de ce backlog. Et donc il faut se mettre d'accord en équipe pour prendre les projets qui sont selon vous les plus prioritaires et bien les traiter comme ça, bien les relier en cascade à l'objectif de départ avec les bonnes dépendances, les bons responsables pour que la pyramide se tienne. Moi, c'est ce maillon-là qui est important, c'est que tu choisisses dans tes projets ceux qui se rattachent le mieux. Tu vois, il y a une espèce d'appréciation hyper subjective que tu vas après coller à tout un framework métrique. Et, alors Julien, j'ai l'impression que toi c'était encore plus transverse, que tu parlais d'objectifs personnels, alors c'est intéressant de réaliser que... Non, mais c'est juste en fait à un moment, c'est quel est ton focus au quotidien. C'est un outil qui est censé mettre un focus et d'aligner les équipes et mettre un focus. Notamment pour vraiment évacuer tout ce qu'on ne veut pas faire. Parce que c'est souvent le sujet, quoi. C'est qu'il y a énormément de choses qu'on veut faire, donc on dit on fait telle strat, mais en fait tout le monde a quand même une idée de comment il faudrait le faire, etc. Et donc du coup ça permet de dire à un moment on ne fait pas tout ça. Mais quand c'est pas des objectifs clairement partagés, je trouve que ça s'éloigne un peu. Un autre moyen pour moi d'aller au bout de ce sujet-là, dans le côté d'essayer d'être vraiment précis au plus bas des OKR et s'aligner entre les départements, c'est surtout le côté dire un key result outcome driven avec de la donnée. En fait, c'est critique comme sujet, quoi. C'est-à-dire que souvent, on va quand même se retrouver avec pas mal de key results qui sont on a launché ça, on va mettre tel outil en place, on va déployer tel sujet, etc. etc. Ça, c'est pas outcome driven, c'est un livrable ou c'est une action, mais du coup, ça ne tire pas une performance business pour l'entreprise. Et donc, ça, c'est la porte ouverte à plein de biais, du coup, parce qu'on parle plus de solutions que d'impact qu'on cherche à avoir. Et donc, du coup, c'est vachement dur, je trouve, de mettre de la data en place en vrai, derrière tout ça. Et souvent, en fait, on n'y va pas, ou en tout cas, on prend des chemins de traverse parce qu'on n'a pas la data, et donc il faut quand même qu'on y aille. Je pense qu'il faut défendre justement ce sujet-là pour s'autoriser à mettre en objectif de créer la data ou le dashboard nécessaire pour adresser le key result dans le quarter suivant, par exemple. Mais c'est important de se donner le temps d'avoir les métriques pour savoir c'est quoi la valeur initiale qu'on a, c'est quoi la valeur cible, c'est quoi notre progression. Parce qu'en fait, c'est surtout aussi un outil pour mettre une culture qui est orientée sur la performance et sur la maîtrise de la donnée, en fait.
Et de se questionner à la fin de ce qu'on livre, est-ce que j'ai atteint ou pas l'impact que je cherchais à avoir. Et ça, s'il n'y a pas la data, on ne peut pas le savoir. Si je peux rebondir, on a créé, parce qu'on est en train de tester encore un nouveau système sur les OKR, ce que je disais, vu qu'on a grossi, on a plus d'équipes. Du coup, pour s'assurer que les équipes et tous les stakeholders s'alignent, on a ce qu'on appelle des supporting objectives. Donc en fait, il y a les OKR de la compagnie, des objectifs qui sont du coup partagés. Donc par exemple, un objectif qui est augmenter le nombre de nouveaux professionnels dans le réseau à un coût d'acquisition raisonnable. Bon, bah ça, clairement, on ne peut pas le faire tout seul en tant que produit. On est obligé de s'aligner avec le marketing. Et donc il y a une équipe qui vient d'être créée qui a pour objectif principal d'améliorer le taux d'embauche des pros sur notre plateforme. Voilà. Bon, bah clairement, on n'a pas la donnée. Donc le premier key result qu'ils ont défini là, c'est avoir la donnée. Donc c'est output driven, mais dans une optique de définir ce key result le quarter prochain en fait. Donc vraiment, voilà, c'est un des moyens de le faire effectivement. C'est output driven, mais dans une optique d'améliorer ça. Exactement, parce que là, on va collecter de la donnée pour améliorer notre stratégie data. Ouais, non. Non, là en l'occurrence, c'est définir quelque chose qui nous permettra d'avoir cette donnée. Et tu détournes pas ton key result pour te rattacher une métrique que tu as déjà aussi et qui serait plus vague et du coup moins claire. Alors pas dans ce cas-là, après ça peut arriver. Hein, Mais non, dans ce cas-là, effectivement, c'est vraiment l'objectif. C'est le bon côté des... Pardon. Non. Non, mais c'est le bon côté, je trouve, de l'OKR, c'est que justement, c'est très spécifique. Donc ça va te forcer à aller chercher une donnée qui est liée à un objectif que tu veux atteindre. Et c'est pas, du coup, on met en place un dashboard sur l'ensemble de l'expérience utilisateur pour avoir de la donnée qu'on va pouvoir utiliser derrière. Ce projet qui va prendre, qui n'est jamais fini. Et du coup, une fois que on est en run, comment vous faites votre suivi? Peut-être c'est intéressant d'avoir différents... Est-ce que c'est hebdo? Est-ce que vous avez un dashboard que tout le monde peut consulter à tout moment? Quelle est la transparence et le niveau de suivi que vous avez mis en place? Pour rajouter juste un mot là-dessus, c'est pour définir les bons KR, il faut vous dire est-ce que à la fin du trimestre, par exemple, si vous choisissez le trimestre comme horizon temps, vous pouvez dire oui ou non sur le fait que ce KR a été réalisé. Si la réponse c'est peut-être, c'est que c'est pas bon. Et donc comment on fait pour le mesurer? On met en place des outils de suivi qui peuvent être simples. Nous, on a une spreadsheet cross-team avec chaque équipe à son onglet. Il y a un onglet qui regroupe l'onglet commun à toutes les équipes. Et l'idée, c'est de tenir ça à jour chaque mois. Et après, cette donnée qui est dans la spreadsheet, donc dans l'Excel, elle va venir de notre machine de données. On a notre outil avec les données qui sont composées dedans et on peut faire ressortir les données qu'on veut. Et après, ça, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, chacun a son outil de data analyse ou data vise pour sortir les bonnes données. Mais en gros, l'idée, c'est de le sortir à un endroit où chacun a la visibilité. On le suit. Ensuite, dans les équipes, il y en a qui suivent limite de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que quand il y a des points en one-one entre manager et manager, ils vont s'appuyer sur ces données-là qu'ils ont dans la spreadsheet. Ensuite, on va faire un point d'équipe mensuel avec tout le monde où on va regarder où on en est par rapport à ces données qu'on suit. Et ensuite, évidemment, à la fin du trimestre, on va regarder où on en est, ce qu'on a réussi, pas réussi, ce qu'on doit faire mieux le trimestre d'après. Donc l'idée, quand même, ce que je peux dire là, par rapport à cette question, par rapport à la mise en place, c'est qu'une fois que vous avez fait le travail, il faut le faire vivre au quotidien dans vos différents événements d'équipe. Parce que si ça dort au placard, ça va pas servir à grand chose et ça peut vite être le cas quand même. Donc il faut réussir à le faire vivre dans votre routine d'équipe, je pense. Pareil, pour l'avoir expérimenté, je trouve que c'est hyper important le suivi sur la confiance qu'on a, la progression qu'on a et que tout le monde puisse communiquer. Et c'est aussi du coup au niveau au-dessus, voir qu'est-ce qu'on peut reprioriser ou aider à résoudre les situations. Je trouve que ça fait vivre et ça remonte l'importance. Du coup, en planification, tout le monde y fait plus attention. C'est hyper important de le placer au cœur de la boîte. Si tu veux ajouter autre chose sur le suivi, toi, comment tu faisais ça?
En fait, c'est souvent lié sur le sprint, 2 semaines, mensuel et quarter, quoi. Et après, donc, c'est soit... Tu faisais plus un dashboard. En fait, ça dépend. En mise en place, généralement, on n'a pas la donnée, donc il faut souvent faire des actions manuelles. Donc du coup, comme c'est manuel, il faut plutôt essayer de commencer avec des petits sujets pour éviter d'avoir des reporting de fou à mettre en place, parce que c'est aussi une mécanique culturelle au sein de l'entreprise à installer, c'est-à-dire de parler données tout le temps et du coup de systématiquement regarder ce qu'on avait prévu, là où on en est. Et donc du coup, même si c'est des petits sujets au départ qui ne sont pas forcément très impactants, c'est bien d'en parler avec de la donnée, parce que ça va installer le discours. Donc du coup, des suivis parfois manuels. Et maintenant, dans des boîtes comme Open Classroom, globalement, on va très rarement attaquer un sujet si on n'a pas automatisé un jeu de données, quoi. Okay. Ouais. Et donc du coup, ça pousse à être extrêmement précis sur le problème qu'on veut adresser. Parce que plus tu vas être sur quelque chose de fin, et plus tu vas, moins tu vas avoir de taf en données, en fait, pour le suivre. Tu vois, Nous, on a plusieurs outils. On a un outil qui s'appelle Looker, qui est un outil de data visualisation. Donc, chaque début de quarter, quand on a déjà finalisé les OKR, on met en place les dashboards, tout simplement, qui nous permettent de les suivre semaine par semaine. Et ensuite, on a un update toutes les 2 semaines avec les VP CEO, où soit le product lead, soit le product manager remonte où on en est des key results. Et en plus, on les met dans un autre outil qui s'appelle Lipsum, qui permet d'avoir des notifications dans Slack, et comme ça, tout le monde sait où on en est de chaque IR. Et comme ça, on est capable de voir chaque équipe, l'impact sur l'OKR global, quoi. On a Looker aussi, très bon outil et qui est disponible en permanence pour l'équipe. Donc c'est-à-dire que qui veut peut voir où il en est et ce qu'il y a de mieux pour voir si on avance, justement. Je vois qu'on on a peut-être presque plus de temps. On peut peut-être partager un conseil avant de démarrer les questions de réponse. Est-ce que si tu devais donner un conseil à toutes ces personnes qui rêvent de mettre en place des OKR? Alors, mon conseil, c'est de rester simple. Parce que moi, j'ai le souvenir de voir ça comme quelque chose de compliqué et de s'être fait beaucoup de nœuds au cerveau pour réussir à le mettre en place sur les premiers trimestres. Et je me souviens qu'au bout de quelques trimestres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé vraiment de simplifier les choses et on s'était aperçu qu'on avait mis il y avait trop d'objectifs par équipe, on passait trop de temps à les faire, il y avait trop de reporting et ça devenait en fait lourd à porter, alors que le but, c'est d'apporter de la fluidité. Et du coup, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre la vélocité que ça apporte, la visibilité, la simplicité que ça apporte, et la lourdeur. Et dès que vous sentez que vous êtes un peu trop dans la lourdeur, dans les nœuds au cerveau, vous réinventez la roue, et là c'est mauvais signal et il faut apporter plus de simplicité. Voilà le conseil que j'ai. Plus 1 sur le premier conseil et même plus 2. Et je pense que c'est un outil qui est fait pour faciliter l'exécution d'une stratégie. Donc si les 3 objectifs de l'entreprise, dont part toute l'architecture des OKR, ne sont pas nets, ça va créer du bruit pour pas grand-chose, en fait. Donc alors je ne sais pas si on n'a pas tous la possibilité de définir les objectifs d'une entreprise, mais quand c'est le cas, d'être extrêmement vigilant là-dessus, sur les objectifs annuels, et quand on est en position produit et qu'on ne participe pas directement à la construction des objectifs, être à minima super vigilant sur la cohérence de ce que ça représente et les challenger au maximum si c'est pas clair, quoi, avant de dérouler les OKR. Ouais. Si tu pars sur une base bancale, ça va faire des... Ouais, c'est sûr. C'est l'OKR en soi n'est pas une solution. Ouais, complètement d'accord. Je
plus soi aussi le côté rester simple parce que ça peut vite partir dans des travers. Et puis, pour moi, c'est le principal conseil en fait, parce que quand on a mis en place, on est parti dans plusieurs directions. Et en fait, on se rend compte qu'on revenir à la simplicité avec un objectif principal et des objectifs partagés inter-équipe, c'est ce qui permet le meilleur alignement et la précision dans chaque équipe derrière. Donc, je donnerais ça comme conseil. Et après, il y avait un truc que je trouvais intéressant quand vous l'avez mis en place, c'est qu'après vous êtes passé en mode projet pour intégrer une autre plateforme. Vous avez abandonné parce que vous étiez vraiment pur output. Donc savoir aussi juger de la performance des OKR et avoir tout le temps un regard critique sur est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise à bon escient. Donc ça c'est aussi cool. Est-ce qu'il y a des questions sur les OKR ou sur la mise en place des gens Ouais. Quelqu'un veut se lancer ? Alors, comme je disais, on est en train de fusionner avec plusieurs pays, donc on a un objectif au niveau de la compagnie qui est construire une seule organisation. Donc c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins business oriented du coup, mais du coup, et c'est moins partagé avec toutes les équipes. C'est peut-être plus focus sur les RH ou les change managers, etc. Mais du coup, on a un objectif qui est vraiment construire Instapro Group, quoi. Une seule et même organisation. Et après, le process a été identique où les équipes concernées ont travaillé ensemble sur comment on va savoir qu'on a construit une seule organisation. C'est justement un des sujets qui est, je trouve, compliqué pour la gestion de ta bande passante au quotidien, quoi, entre les OKR et ce genre de sujet plus personnel en tant que manager. Moi, je dirais que ça rentre dans des OKR à partir du moment où tu es, par exemple, dans une scale-up et que tu as un plan de recrutement qui est une problématique stratégique pour l'entreprise. Donc, ça devient un OKR business. Si c'est ton rôle de manager et de recruter, d'onboarder une ou deux personnes quotidiennement, quotidiennement, on s'entend. Pas tous les jours non plus, mais mensuellement ou dans l'année, je sais pas. Pour moi, je le mettrais pas en OKR. Parce que c'est du run. On dit que dans les OKR, en fait, il faut être quand même dans quelque chose où tu vas chercher de l'impact ou du dépassement, de la création de valeur significative pour l'entreprise ou pour les équipes. Mais du coup, tu fais pas du business as usual, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, mais en fait, je pensais que c'était absolument vrai parce que... Pardon. Ah ouais, bah parfait. Commence par la première. Rabâcher, parce que souvent en fait c'est comme ça
Ok. Enfin, du coup, je note. Ouais. L'alternance entre les OKR de la boîte, les OKR des équipes, des squads, et comment ça redescend sur les individus, sur les objectifs perso des individus. En tant que PM, on porte les objectifs de son équipe, etc. Mais c'est pas forcément le cas des devs. En tant que PM, on a l'ownership de ça, etc. Et est-ce que ça, les OKR impactent les objectifs perso des Voilà. Alors, Julien va se faire un plaisir de répondre à ça. Non, mais C'est tout le débat. C'est bien le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui il y a des objectifs personnels qui peuvent être liés à ta carrière de progression dans ton métier ou en tant que manager liés à ton organisation, à la performance de tes équipes, etc., etc. Et il y a les OKR qui sont censés répondre à un impact business, qui sont censés aligner tout le monde sur un focus très fort. Mais du coup, ta bande passante, elle est prise par d'autres sujets. Et voilà, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça prend comme place dans ton quotidien, quoi, avant de les exposer, avant d'exposer ces activités vraiment et d'en faire des OKR. Mais après, il y a des pistes aujourd'hui. C'est-à-dire que typiquement, d'avoir déjà des OKR d'équipe, des incentives autour de ça. Donc, incentive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ta performance professionnelle est évaluée sur une performance d'équipe, traduite dans les OKR. Donc ça crée d'autres billets, mais ça fusionne d'autres, ça règle des problèmes, ça en crée d'autres, mais c'est quand même lié. Et c'est, je trouve, un des travers qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui, encore une fois, est généralement descend et en cascade par le métier, par le fonctionnel, mais ne répond pas à des objectifs individuels plus RH. En fait. Ça ne les prend pas en compte. On dit qu'il ne faut pas d'output. Bon, ok, mais bon, si je dois m'améliorer sur de la discovery en tant que product, bon, bah, ce n'est pas un OKR. Ça ne va pas avoir d'impact business, quoi. Et pourtant, ton manager, il te dit de le faire. Ou je dois recruter du monde. On sait que c'est nécessaire pour pouvoir faire le business, mais en même temps, ça va pas impacter dans les OKR, ça va pas impacter le business. Donc j'ai pas de, pour moi c'est justement c'est un point de friction où il y a pas de solution claire, en tout cas pour moi. Il faudrait pas que des OKR d'équipe et pas des OKR individuels. En fait, même quand tu as des OKR d'équipe, aujourd'hui il y a des OKR individuels. Ah pardon. Non, du coup aujourd'hui je pense que parlons de pas d'OKR, d'objectifs personnels, plutôt toi, ton manager, ta boîte, ta carrière, ton département, etc. Et tu peux avoir des OKR individuels. C'est des OKR qui sont descendants et donc tu portes des OKR ou des OKR d'équipe. Donc parfois tu as des OKR individuels et des OKR d'équipe. Ça c'est plutôt business oriented généralement, avec quand même quelques outputs organisationnels, on va dire. Et après, tu as ce que tu vas revoir dans ta revue de perf annuelle, où en début d'année, il faut que tu progresses comme ça si tu veux devenir je sais pas quoi. Et donc, il faut que tu progresses sur telle expertise dans ton métier. Et ça, c'est à côté. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que quand tu commences ta journée, ta semaine ou ton trimestre, de savoir sur quoi tu dois te focus, c'est compliqué à un moment. Mais tu découpes pas tes prios en deux prios, quoi. T'as ta prio groupe et toi, ton avancement perso, et de toute manière, tu sais que tu verras jamais 100% de ta prio boîte. Tu sais que tu as une bande passante pour, par exemple, faire de la maintenance ou faire des activités, contribuer au planning des autres équipes. Tu as un truc qui n'est pas forcément à chaque fois driven par ton OKR. Moi, j'ai l'impression que tu passes pas 100% de ton temps tout le temps sur les OKR et que c'est pas l'objectif non plus. Tu as forcément une bande passante liée à. Du coup, la question c'est quelle bande passante. Oui, voilà. Après, il faut s'assurer que tu dépasses pas 50%, quoi. En fait, on doit atteindre tel objectif business. On met les OKR en place, on aligne toute la boîte là-dessus. Business, satisfaction, qualité, enfin voilà, ça dépend de la stratégie d'entreprise. En tout cas, on veut faire ça. Si tu commences à avoir 50% de ton temps qui est sur autre chose, c'est pas focus. C'est pas un radical focus. Oui. Ça va se traduire dans les roadmaps avec un sujet où en fait tu vas avoir la moitié des sujets qui vont être liés à la stratégie d'entreprise et une autre moitié qui vont être liée à d'autres choses. Et donc là tu as un problème. Donc ça dépend de ce que ça prend. C'est sûr que si ça prend 10% de ton temps,
Hmm. Mais si ça commence à... Oui, voilà, ça dérive. Quand l'OKR il est partagé au sein d'une équipe, ça permet aussi de réduire ce risque, dans le sens où c'est sur 3 mois ou 4 mois. Tu dois atteindre le key result au bout de 3 mois. Tu as une équipe, une product team qui va bosser vers cet objectif-là. Si une personne dans l'équipe est absente 3 jours parce qu'elle fait une formation ou parce qu'elle doit bosser sur autre chose, ça permet, en fait, ouais, voilà, ça lisse un petit peu sur les 4 mois. Le fait d'avoir des OKR partagés par équipe permet de réduire ce risque-là. Il existe quand même, hein, je ne dis pas le contraire, mais ça permet un peu de le réduire. Et je pense que ça rejoint une première partie de la première question, qui était aussi comment tu t'assures que tu as le buy-in de tout le niveau jusqu'au dev, qui sache, ok, bah, comme ça, moi, j'actionne Ouais. tel key result qui actionne tel objectif, et en fait, quand je fais mon ticket GitHub ou Jira, j'en sais rien, en fait, j'impacte ça, quoi. C'est le plus compliqué en fait parce que c'est vraiment un travail constant de toute l'entreprise. Alors déjà des managers, c'est clair, et des product managers dans l'équipe. De rappeler constamment. Je vous rappelle, l'objectif ce quarter, c'est ça. Je vous rappelle le contexte et les principaux KPI à suivre, c'est ça. Donc quand il y a quelqu'un qui dit « Ah mais j'ai envie de faire ça », ah ben ouais mais c'est quoi l'impact sur notre KR ? Non ? Bon bah ok, c'est pas prévu. Même l'objectif du sprint, tout à fait. Mais c'est vraiment un travail constant de rappeler le contexte tout le temps. Et de donner aussi, de faire participer. Je pense que c'est important au début des trimestres de faire participer un dev, un commercial, de lui poser la question selon toi, c'est quoi ce qui est vraiment important de faire dans le prochain trimestre ? Parce que ça permet aussi de faire adhérer davantage les gens. Faut l'inscrire dans la routine, les managers, les one-one, les kick-off. Tu peux aussi carrément mettre un variable. C'est souvent les rémunérations, il y a une partie fixe, une partie variable. C'est une partie du variable qui dépend d'un OKR. En général, ça va être particulièrement suivi. Ouais. Donc, c'est différents outils. Si les gens ils participent à la définition des key results, ils ont tendance à être beaucoup plus impliqués. C'est pas genre le CEO qui a décidé que ce trimestre, toi, tu bosses sur ça. C'est vraiment partager les problèmes, en fait. C'est parce que au final, il y a des objectifs parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Et si on embarque toute l'équipe, même les développeurs, les designers, les PM, les sales, les marketing, tout le monde, dans l'identification des problèmes et de définir ensemble comment on va les résoudre, bah, ça permet d'adhérer, quoi. Je me permets de rajouter une petite couche en plus. Il y a dans les équipes, donc l'équipe cross-fonctionnelle, c'est un des autres outils qui est hyper structurant. C'est le objectif et key result unique, qu'on appelle aussi la North Star métrique. Donc que tu vas garder plutôt sur une perspective moyen-long terme, comme 1 an, dans laquelle tous les OKR en fait vont faire sens. Et du coup, ça permet d'asseoir aussi une appropriation d'un périmètre et d'une vision de l'équipe et dans le temps, et donc d'être plus, d'avoir un empowerment des équipes plus fort. Tout métier confondu, pour le coup. Moi, j'avais une question, justement, qui fait écho à ce que tu viens de dire, sur la... Quoi, j'ai pas posé des questions. Si, c'est mon équipe qui prend le micro, mais... Sur la temporalité de mesure des key results, justement, parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure de trimestre, de surveiller les key results de façon hebdomadaire, mensuelle, et parfois on va définir un key result qui, en fait, le temps que l'impact arrive, ça peut prendre plusieurs mois, on décide d'augmenter de 10% notre taux de conversion, de 2%, bref. À la fin du trimestre, on a fini ce qu'on voulait faire pour ce key result, mais le résultat, il n'est pas forcément là tout de suite. Donc, est-ce qu'on donne une temporalité en disant je veux atteindre tel résultat dans 6 mois, et donc peut-être que je vais arrêter de travailler dessus, mais je vais le surveiller encore pendant tant de temps. Enfin, comment vous temporalisez vos key results aujourd'hui ? Ouais, l'objectif, ça va quand même être que le key result il soit valable au sein de ton quarter, quoi. Donc tu peux mesurer ta progression. Tu mets en prod ce que tu as fait à la fin de ton quarter. L'impact de ce que tu mets en prod à la fin du quarter va peut-être arriver 3 ans plus tard, non ? Ouais. Tu peux continuer à mesurer ces key results sur le quarter suivant. Comment vous le gérez en fait ? Parce que évidemment, on parle de quarter, mais à la fin du quarter, tu changes de key result et ce que tu fais de ce d'avant.
déjà sur le ton, c'est vrai qu'il faut trouver sur le temps, pardon, il faut trouver sa temporalité. Et c'est vrai que le trimestre, c'est ce qui est le plus pratiqué, je pense, parce que ça a l'avantage d'être ni trop court ni trop long. Mais après, ça peut être ajusté, quoi. C'est sur ce qu'on disait sur la simplicité, c'est qu'il faut aussi faire varier ça un peu en fonction de vos besoins. Et après, moi, ça m'est arrivé d'avoir des key results qu'on répliquait. Par exemple, on voulait atteindre un certain volume d'inbound, donc de comptes qui s'inscrivent en entrant sur notre plateforme. Et 3 trimestres de suite, on a eu le même parce qu'on n'arrivait pas à l'atteindre. Et du coup, on se dit, bah, c'est pas grave, on recommence. Et au bout du 3e trimestre, donc après 9 mois, on a enfin atteint le putain d'objectif. Et là, on s'est dit, bon, bah, ça y est, maintenant, on peut remettre la barre plus haut. Bah voilà, enfin, je sais pas. Alors, parfois, faut éviter, tu vois, faut pas que ce soit comme ça pour tout. Mais disons que nous, ça nous a aidé de se dire, bah voilà, tu décales. Et il y a un moment, faut y arriver, faut changer peut-être. L'objectif doit être atteint à la fin de ton trimestre. Normalement, oui. Pas qu'il soit, je veux atteindre ça un jour. C'est vraiment là tout de suite. Tu peux avoir un pourcentage. J'ai atteint 70% de l'objectif. Est-ce que ça vaut le coup de passer encore un autre trimestre dessus ou est-ce que c'est bon en fait, on avait été trop ambitieux dès le départ ou on n'avait pas la bonne métrique dès le départ, je sais pas. C'est pas trop si notre. Vraiment du sujet. Par exemple, tu as préparé des campagnes pour du Black Friday. Bah, généralement, là, cette semaine, tu sais si ça fait cher ou pas. Après, si tu fais du SEO, bah, forcément, tu n'auras pas de résultat à J+1, mais peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois. Je pense que c'est aussi très lié au sujet, et donc du coup aux objectifs que tu fixes, etc. Est-ce que du coup ça inscrit pas un peu les équipes dans une logique hyper court-termiste de se dire ok en fait qu'est-ce que je vais réussir à faire dans les 3 mois et justement peut-être s'empêcher de penser plus vision long terme et de se dire bah ok par exemple si on veut lancer un nouveau projet ou vraiment faire des projets qui sont plus longs en fait un peu ne pas y penser parce qu'on est vachement concentré justement à ce qu'on va délivrer dans les 3 prochains mois au lieu de ce qu'on va délivrer bah, dans la prochaine année ou dans les années d'après. Genre comment on gère un peu le court terme, le long terme. Bah, en fait, tu vas découper ton projet un peu dans. Moi, je bosse sur un projet de créer un outil toute pièce. Ça fait déjà 2 ans que ça continue. Mais le key result, c'est pas qu'il soit là et la valeur de ce projet en lui. Tu livres des petites briques qui ont directement un impact et comme ça, tu focuses brique par brique qui vont délivrer de la valeur. Si tu prends tout dans son ensemble, ouais, tu pars dans un cycle en V et puis tu peux prendre un planning et faire les choses un peu différemment. L'idée, c'est vraiment de se dire en 3 mois, qui est quand même un temps assez long. On voyait dans la méthode ShapeUp, le dernier talk, que ça reste un temps où tu peux établir des choses et arriver à livrer de la valeur. Pour voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment garder comme focus et prioriser tes features, prioriser où est-ce que tu veux aller dans un temps court. Il faut tout le temps essayer de le décorréler de l'objectif final qui lui peut être plus long. Ça peut être. Pardon. Non, c'était. Ça peut être un mélange. Et c'est souvent le cas quand les sujets traînent aussi sur plusieurs quarters. En fait, de mélange d'un objectif annuel, donc plus comme d'objectif stratégique, avec un OKR. L'OKR, l'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher un impact dans une time frame donnée, qui est généralement le quarter. Donc du coup, quand tu commences à avoir un objectif qui traîne sur toute l'année, c'est que en fait, il doit être découpé généralement en plusieurs OKR. Ça veut dire c'est plutôt un objectif stratégique annuel qui va tirer plusieurs initiatives, plusieurs OKR. Mais du coup, il faut que ce soit aussi communiqué aux équipes. Enfin, si tu fais des OKR qui sont bottom-up, il faut que ce soit vachement communiqué aux équipes pour qu'elles aussi elles pensent à des projets beaucoup plus long terme, alors que naturellement, elles auraient peut-être tendance à se dire ah bah ok, je vais plutôt aller sur du coup pour réussir à réussir mon objectif. Je pense que ça marche bien sur du top-down, donc globalement, oui, en tant que manager, on est vraiment capable de se dire ok, on voit le truc un peu à long terme et on peut avoir ces idées de ces projets-là, mais du coup, si c'est en bottom-up, ils n'ont peut-être pas la vision de se dire ok, bah en fait, nous, on ne peut pas juste penser à mon cas, mais aussi moi réfléchir à plus long terme. Bah, ça dépend parce que tu peux avoir en fait, ton association tu vas identifier, je sais pas, donc quand tu dis bottom-up, on va partir d'insight utilisateur ou data, donc d'optimisation, d'amélioration de l'expérience utilisateur, de sujets qu'on a vus à la concurrence qui pourraient apporter de la valeur pour les utilisateurs, etc., etc. Petit à petit, ça va te créer des thématiques.
Tu vas avoir, je sais pas, une cinquantaine de topics qui vont remonter au bout de 3 mois. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as 3-4 thèmes qui commencent à se dessiner. Et en fait, ça va être un thème, une vision, quoi, un objectif annuel dans lequel il y a potentiellement 50 initiatives derrière. Tu vois. Et en fait, tu peux construire une roadmap qui est evidence-based, bottom-up. C'est-à-dire que tu pars de tes évidences utilisateurs et data pour remonter tes objectifs stratégiques. Souvent, c'est plutôt business-driven. C'est plutôt, il faut qu'on aille chercher telle croissance, tel levier de croissance où on a besoin de créer telle différenciation par rapport à la concurrence. Donc on est sur des sujets qui sont très market, business, parce que et après c'est tout le jeu entre ce qu'il y a comme vision terrain et comment tu mixes ça en fait entre terrain et vision strat en fait. Mais c'est tout le sujet de la vision produit en fait. Hein. De la vision de la squad, de la vision du tribe, de la vision du produit. Ouais, et l'un n'empêche pas l'autre en fait, parce que pendant ton discovery, tu vas identifier des opportunités ou des problèmes à résoudre qui seront très certainement sur du long terme. C'est ce qui permet de remonter déjà au top management aussi certains points qu'ils n'auraient pas vus. Et quand tu vois, l'objectif business, il va être augmenter la marge. Ouais, mais c'est quoi le problème qu'on veut résoudre en fait? C'est quoi le principal problème qu'on veut résoudre? L'OKR, il va aider à ça. C'est-à-dire que augmenter la marge, augmenter le NPS, augmenter l'acquisition et les conversions, c'est généralement les objectifs qu'on a tous, quoi. Mais où est-ce que le bas blesse, quoi, vraiment? Et du coup, sur quoi il faut qu'on se focus à très court terme pour arriver à ça? Et une fois qu'on aura fini ça, du coup, derrière, comment on va faire? Sur l'acquisition, tu parlais de SEO, de SIM, etc. Donc d'abord, tu vas peut-être te concentrer sur un quarter sur ton acquisition et ta conversion en SEO. Et puis une fois que tu auras réglé ce problème, que ton KR il sera au niveau où tu le souhaites, tu vas te concentrer sur autre chose. Mais ça sera toujours pour le même objectif, quoi. Donc, en général, les objectifs sont plutôt long terme. Mais c'est la vision produit dont tu parlais. En fait, non, mais tu as l'objectif annuel qui est plutôt lié à la stratégie d'entreprise. Et après, ton OKR, parfois, il reste parce qu'en fait, en tout cas, dans la pratique, on dit, dans la théorie, plutôt, c'est les key results qui sont sous ton objectif. Une fois que tu les as tous atteints, ça veut dire que tu as plié ton objectif. C'est 0 ou 1, quoi. Donc, s'il te manque des KR pour atteindre l'objectif, c'est un problème. Mais si dans le quarter, par exemple, tu as fixé un objectif et que tu n'as pas complété tous tes KR, l'objectif peut rester. Et tes KR, c'est pas qu'ils sont poussés sur le quarter, c'est que tu n'as pas fait plus 10% dans le quarter 1. Donc, il te reste plus 3% à faire dans le quarter 2 pour aller au bout de ton objectif. Et quand tu commences à dire on abandonne les KR, là, c'est ça sent pas bon. Ça veut dire qu'en fait, tu as un problème de priorisation de tes objectifs et donc d'alignement avec la strat, généralement. Quand l'objectif traîne un peu et qu'on ne le lâche pas jusqu'à atteindre l'ensemble des KR associés à cet objectif, c'est plutôt bon signe, en vrai. Ça veut dire que tu as une vision qui se stabilise quand même. Tu sais là où tu veux aller et jusqu'où tu veux aller. Ou tu as des gens têtus pour la boîte qui ont du pouvoir. C'est quoi les derniers OKR sur lesquels vous avez bossé? Ah oui, est-ce que quelqu'un peut en parler? On va avoir des anecdotes, des anecdotes en date sur le sujet des OKR. Ouais, je vais donner quelques-uns à des exemples. Parce que je ne peux pas pouvoir rentrer plus en détail que ça. Ouais, non, parce que du coup, c'est la traduction de la Typologie. Ouais, c'est compliqué d'être très précis sur ce qu'on fait en ce moment ou ce qu'on a fait dernièrement pour des raisons de confidentialité. C'est pas par manque de volonté.
Mais je pense qu'on peut reprendre, on en a parlé de pas mal pendant la conversation qui sont justes, je trouve, sur la satisfaction client, sur le volume, la notoriété, on peut dire, l'inbound, la notoriété, sur certains objectifs produits. Je pense qu'il faut se rattacher à ce qu'on a dit dans les conversations, qui sont des bons exemples. Et après, je pense qu'il faut aussi que ça vienne, faut que ce soit assez logique en fait quand vous faites vos propres objectifs. Et si vous avez, en général, vous avez des choses que vous ressentez vraiment que c'est nécessaire de travailler là-dessus, que vous avez envie d'emmener votre équipe, votre entreprise sur tel sujet, et donc du coup vous allez mettre les OKR dessus, quoi. Sur l'évidence, quoi. Ouais. Je trouve, si c'était des exemples, tu vois, je trouve qu'il y en a un que j'adore, qui est le support. Le support, en fait, donc les claims, c'est quelque chose de quantifiable par rapport à ta satisfaction client. Et donc, quand tu commences à les catégoriser, je sais qu'il y a des gens qui savent exactement de quoi je parle dans la salle, je ne sais pas où elle est, mais, ça te permet de te dire, en fait, là, mon principal pain point, il est à tel endroit. Donc ça, c'est des bons moyens dans un objectif d'améliorer la satisfaction client, d'identifier factuellement là où ça fait le plus mal, quoi. Et c'est, sauf si tu n'as pas de support, mais généralement, c'est assez simple. Là, tu es plutôt en mode discovery de comment tu vas après caler ton killer derrière. Ouais, mais c'est parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Un exemple d'OKR. La question, c'est sur la conception d'un OKR, en fait, vraiment. Quand tu prends satisfaction client, tu vas chercher dans ce genre de territoire. Quand tu vas prendre la marge, par exemple, tu vas te redescendre, par exemple, toutes les actions manuelles d'une équipe opérationnelle. Pour traiter, dans ta chaîne de valeur chez Software, tu vas avoir un ensemble d'actions manuelles chez les opérations. Et du coup, tu vas regarder quelle est la plus récurrente, qui pèse le plus, derrière laquelle il y a le plus de headcount. Et puis tu vas dire, en fait, si on veut avoir le plus d'impact possible, il faut qu'on automatise là, ici. Une dernière question de Marc. On va clôturer, c'est passionnant. C'est moi. Combien de temps pour mettre en place cette méthode et au bout de combien de temps vous estimez qu'on obtient vraiment du résultat? Merci. Combien de temps on a mis? Je ne me rappelle plus vraiment parce qu'il y a eu les formations Octo pour le top management, puis le temps de mettre en place les équipes, etc. Je ne sais pas, on a dû mettre à peu près 4 mois pour 3 mois entre vraiment le début de genre on en parle et vraiment on définit les premiers OKR. Non, à l'époque on était 150 je crois. Mais bon, il y avait les OP et tout, donc on a commencé par vraiment l'organisation produit tech et UX avant d'embarquer tout le reste et tout le monde. Donc on était moins, on était je sais pas 40, un truc comme ça. Combien de temps on a mis avant d'être efficace? Je vais dire 2-3 quarters quoi. Au moins 2 quarters pour. Donc c'est 2 fois en fait. Hein. La première fois c'est un peu un test, la deuxième fois on s'améliore déjà bien. Et on a compris les erreurs de la dernière fois. Et la troisième fois, ça y est, c'est rodé. Un an. Après, ça peut aller plus vite, je pense. C'est d'accord. En fait, ça dépend vachement de combien vous êtes aussi. Hein. Parce que quand tu es 20 ou 100, tu vas pas passer le même temps. Quoi. 20, voilà. Non, si t'es moins d'une trentaine, je dirais, franchement, tu peux déjà démarrer la chose en 2 semaines, quoi. En 2 semaines, tu peux réussir à faire quelque chose de très bien, une V1. Et après, je suis d'accord avec toi sur 2-3 trimestres. En fait, tu peaufines en permanence. Après, ça veut pas dire que t'as pas d'effet tout de suite. Tu commences déjà rapidement à avoir des effets intéressants. Mais c'est vrai que tu commences à bien dérouler et à te sentir à l'aise au bout de plusieurs trimestres. T'as un prérequis quand même que ta strat, si tu le fais en 2 semaines, que ta boîte avait une vision claire de là où il veut. Après, tu fais juste que retranscrire. Mais je doute pas ça d'un fondateur visionnaire. C'est juste que
Je trouve qu'il faut. C'est toujours la simplicité, c'est qu'à un moment, si tu passes ta vie à réfléchir aux OKR, c'est que c'est problématique, je trouve. Sauf pour peut-être une personne dans l'équipe. Tu parlais tout à l'heure de qui a son bâton pour aller évangéliser. C'est vrai que tu as une personne dans l'équipe qui est en général plutôt un profil Ops, dont le rôle est justement de faire en sorte que tout le monde ait bien fait son travail, converge, etc. Et cette personne, forcément, va passer plus de temps que les autres à réfléchir aux OKR. Mais je trouve que les autres, normalement, il ne faut pas non plus passer trop de temps à réfléchir à ce qu'il faut faire. Cool, bah merci à vous trois. Hein. C'était super intéressant cette discussion. J'espère que ça vous a plu. Juste avant de finir, j'aurais juste aimé si on pouvait juste reprendre d'autres sujets. Alors on peut passer peut-être toutes les autres questions et faire Ouais, on a, comme la dernière fois, on avait essayé de faire un formulaire Slido. Si vous pouvez scanner ce QR code, il y a une partie questions-réponses. Et dans cette partie questions-réponses, n'hésitez pas à nous mettre des thèmes. En fait, nous, ça nous aide vachement pour après savoir qu'est-ce qui vous intéresse et après ce que c'est. Ouais, après on peut passer ces questions-là, c'était pour vous mettre vous roder, mais il y aura toujours le QR code. Ouais, voilà. Bon, on voit que ça vote, donc il y a déjà 6 personnes connectées, c'est cool. Ouais, pas encore. Cool. J'ai l'impression que 14, on doit à peu près être. Tout le monde a réussi. Il y aura toujours le QR code connecté après. Ah oui. Vous pouvez taper, je crois que c'est un champ texte libre s'il y a des choses qui vous intéressent. On a fait beaucoup de talks, là on essaye la table ronde. Parfois c'était beaucoup plus. Voilà, on fait une présentation assez unidirectionnelle. Là je trouve que ça permet d'échanger les points de vue, on essaie d'autres trucs. Est-ce qu'il y a plus du networking où on fait juste un apéro, les gens discutent et n'importe quel sujet peut émerger? C'est intéressant de savoir ce qu'ils veulent. J'avais pas réalisé que le compteur repassait à 0 à chaque nouvelle question. Donc, Ah, bah, on essaie de varier Aix et Marseille, donc en théorie, une fois sur 2. Bravo pour les courageux qui sont venus. Il y a combien de gens qui sont à Marseille là? Juste rapidement à Marseille. Ah ouais? Ouais, combien qui sont venus d'Aix du coup? Ah, moitié-moitié quand même. Bravo. Bravo. Marseille. Cool. Et je crois que la fin, c'est sur les sujets, ouais. Donc en fait, il y a un champ questions-réponses libres, ça va pas peur. On va pas faire des questions-réponses comme ça, mais nous, ça nous fait des inputs pour les thèmes. Et par exemple, la dernière fois, on avait la mise en place des OKR qui avait été. Vous pouvez voter sur les questions des autres, donc les thèmes en fait que les autres vont suggérer. Et voilà. N'hésitez pas à rajouter en fait des thèmes. La dernière fois, c'est vrai que les gens ont plus voté pour les thèmes qui étaient déjà proposés. Je vois qu'il y a une suggestion sur le no-code. C'est forcément quelqu'un de chez GoJob, non? Il y a une espèce de lobbying no-code dans l'écosystème de GoJob. On va piocher après là-dedans pour les prochains talks. Donc, n'hésitez pas aussi, s'il y en a qui s'intéressent de participer en tant que speaker à la table ronde ou de recevoir les meet-up dans leur entreprise. On est toujours preneur d'échanger avec la communauté là-dessus. Hein, donc, proposez vos idées et on co-construit ensemble tout ça. On a déjà quelques idées pour les prochains, de janvier et de mars. Hein, Bonne idée. C'est pas toi ça, Nicolas? Sur le user research. Bonne idée sur le user research. Le PM en remote, ça intéresse aussi. Cool. Bah merci, de toute manière ça reste ouvert, donc vous pouvez continuer à mettre des questions, même si vous discutez avec les gens. Et tout. Ouais. Bah, vas-y, avec plaisir. Ouais. Et ça sera dans les slides, je crois que ça reste ouvert une semaine, donc on vous enverra les slides et voilà. Merci beaucoup à vous trois, hein. C'était super, et merci à la briqueterie. Hein.